Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la track clermontoise de Tourentech, puisque sur tout le reste de la matinée, il ne va y avoir que des gens de Clermont-Ferrand qui vont se succéder dans cet amphi. Merci beaucoup d'être venu. J'espère que ce début de deuxième jour de Touraine se passe bien. Merci beaucoup aux organisateurs pour me permettre d'être ici pour vous parler un petit peu de trois développeurs qui se sont retrouvés face à un bug réseau un petit peu bizarre et qui ont commencé à fouiller dans les entrailles de Linux jusqu'à arriver au plus profond du kernel. Et c'est une petite histoire que je vais vous raconter du coup aujourd'hui sur comment on a fait pour investiguer, troubleshooter, corriger et mettre à la communauté notre petite réparation de bugs. Je me présente, je m'appelle Florian Forestier, je suis consultant pour une société qui s'appelle Zenica. Je suis également vacataire à l'ISIMA, donc c'est l'école d'ingé d'informatique de Clermont-Ferrand. Donc je ne suis pas trop dépaysé par le style amphithéâtre de Touraine, ça se passe plutôt bien. Et je suis également dans le board d'une petite asso clermontoise qui s'appelle Clermontech, qui organise des mini-conférences sur les soirées. Et puis quand j'ai un petit peu de temps libre, je fais des trucs avec des trains aussi. Donc ceux qui étaient là hier pour le talk du train, bah rebonjour, je fais d'autres trucs. Et je fais des trucs pour lesquels je suis payé aussi, contrairement au train. Et on va commencer notre histoire avec un petit peu de contexte. C'était un beau matin de novembre, j'étais chez mon ancien employeur et j'étais déjà démissionnaire. Donc j'étais en train de faire pas mal de tâches qu'on adore tous faire. Rédiger de la doc, finir de clore le backlog avec des trucs, des issues bien chiantes qu'on n'avait pas envie de faire depuis longtemps. Tout ce genre de choses. Et du coup, voilà, c'est une journée un petit peu classique. C'est vraiment un bouclage de fin d'année et de fin de projet. Et l'équipe qui était avec moi, pour en parler très rapidement, on était une équipe constituée de 3 développeurs. On est sur des stacks Golang Svelte et une approche DevOps You Build It, You Run It. Donc avec un petit peu de coloration, administration système, Docker Swarm, parce qu'on fait pas de Kubernetes, on faisait pas de Kubernetes parce que c'était trop complexe pour gérer pour nous 3 vu qu'on devait tout faire on-prem. Bref, contexte un petit peu spécifique. Et du coup, l'équipe, on était des gens entre 4 et 6 ans d'XP, sachant que j'étais plus expérimenté à l'époque. Donc voilà, 6 ans d'XP, c'est pas non plus, on n'est pas non plus des ultra seniors. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas trop du style à aller bidouiller le kernel, c'est pas spécialement nos stacks de prédilection, du C et du Rust, ça fait pas partie de notre arsenal habituel. Et on était, voilà, beau matin de novembre, tout se passe bien, quand soudain arrive un manager. On va l'appeler Francis aujourd'hui. Ce manager arrive et nous sort la phrase que tout le monde adore entendre quand on travaille dans l'IT. Ça marche pas. Voilà. Ça marche pas. J'ai des serveurs qui viennent d'arriver et le réseau dessus il marche pas. Bon, d'accord, ok. Alors, nous déjà on se pose quand même un petit paquet de questions parce que faut savoir que là où je travaillais à l'époque, on avait des équipes système et réseau qui sont vraiment dédiées à faire du système et du réseau. Donc vraiment des gens qui sont super compétents là-dedans et qui sont vraiment habitués à aller bootstrapper des serveurs, en raquer, etc. On gérait 3 data centers, donc vraiment c'est des choses qui sont vraiment plutôt bien maîtrisées chez nous. Et là du coup on se pose un paquet de questions. La première c'est que c'est le manager de la PKI. Donc il vient nous voir pour des serveurs physiques, normalement c'est pas trop dans ses attributions. Il vient pour un problème de réseau, tu as des équipes admin réseau, on va aller voir directement, qui vient nous voir pour du hardware custom, parce qu'en fait on a appris que c'était des machines qui avaient été achetées exprès pour un lab, enfin voilà, un truc un petit peu obscur, et qui vient demander à des devs de résoudre ça, alors qu'il y a des gens bien plus compétents que nous sur ces sujets-là spécifiques dans la boîte. Donc on se dit, bon c'est sympa, mais ce que tu dis n'a absolument aucun sens, donc donne-nous un peu plus de contexte s'il te plaît, parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Bon, en réalité, il y a du sens. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la PKI, elle avait un besoin spécifique de créer un lab grandeur nature pour pouvoir aller justifier des investissements ultérieurs. Donc ils ont commandé du matériel. Ils ont commandé du matériel reconditionné. Pour les gens qui ont la joie de travailler quotidiennement avec du matériel recyclé, c'est du matériel où vous avez en règle générale assez peu de garantie sur le fait que ça fonctionne et assez peu de garantie sur le fait de pouvoir retourner le matériel s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et en supplément de ça, on les a achetés en République tchèque. Donc comment vous dire que, bon, voilà, modulo, les petites différences entre la juridiction française et tchèque, voilà, il se passe des choses. Donc on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un moyen de les faire fonctionner, sinon ça va être galère de faire le retour. En voyant le problème, en se rendant compte qu'ils n'arrivaient pas à installer correctement le lab, ils ont demandé à l'équipe réseau d'y jeter un petit coup d'œil, et l'équipe réseau n'a pas spécialement trouvé ce qui n'allait pas à l'intérieur. Donc là on se dit, ça va être un sujet qui va bien se passer. Si l'équipe réseau ne trouve pas un bug réseau, je pense qu'on est bien parti. Du coup, en fait, on est un petit peu le dernier espoir, c'est-à-dire que les gens du réseau ont essayé, ils se sont cassés les dents, les gens du système ont essayé, ils se sont cassés les dents, donc on vient nous voir
entre guillemets, si vous avez une idée de truc de geek dans votre coin, bon bah tentez un truc, et puis bah sinon on tentera de réussir à renvoyer le matos. Bon, bah c'est parti, on récupère un des serveurs physiques. Donc c'est des HP ProLiant DL380 génération 10. Donc c'est pas des trucs super vieux, hein, ça a 5-6 ans, c'est pas non plus du matériel ultra outdated. Et puis c'est des jolies bestioles, parce qu'il y a quand même 700 Go de RAM à l'intérieur. Il y a 20 Tera de disque. Il y a 48 cœurs Intel, c'est des Xeon Gold, donc c'est des trucs qui sont quand même plutôt violents. Et les cartes réseau, c'est des HPE Q-Logic Fastlink 45000. Il y en a 2 par serveur parce que redondance obligé. Et c'est des trucs qui font du 100 gigasecondes. Donc vraiment, c'est conçu pour quand même pas mal envoyer. En termes de tarifs, on est entre 20 et 25 000 euros par serveur et il y en a 8. Donc ça va bien se passer. Là pour le coup, je vous disais que l'idée c'est de faire un lab à pas trop cher. Le pas trop cher est quand même à mesurer, quoi. On est quand même déjà sur un joli tarot. Donc en fait, bah, sur le réseau, il n'y a rien qui fonctionne sauf la carte d'admin en 1 gigaseconde. Donc 201 gigasecondes versus 1 gigaseconde, ça va coincer au bout d'un moment. Donc c'est un problème, on ne peut pas laisser ça comme ça. La première étape qu'on va faire, ça va être d'aller regarder le BIOS. Tout simplement pour regarder si les cartes réseau, elles sont pas juste mortes ou même carrément inexistantes dans le châssis. Et le BIOS voit bien les cartes réseau. Donc on se dit déjà c'est bon, c'est pas une obscure incompatibilité sur des ports PCI Express ou un truc super relou. C'est bon, les cartes réseau, elles peuvent fonctionner, le BIOS arrive à les voir, tout se passe bien. Et là du coup on se dit, tranquille, c'est juste un driver du coup qui va pas et on va trouver la solution. Moi, des Linux, j'en fais depuis Debian 5 parce que j'ai commencé, j'étais en 6ème. Des drivers qui fonctionnent pas pour du wireless, pour des imprimantes, pour des cartes réseau, pour tout ce que vous voulez, j'ai l'habitude. Donc je me dis bon bah good old times et c'est reparti pour un tour. Ça a été une terrible erreur de penser ça parce que ça a duré un peu plus que 20 minutes. Donc on est parti, on installe une Debian 12 et puis bon bah forcément assez logiquement ça ne fonctionne pas. Hein. Les gens de l'équipe réseau ont essayé donc forcément on se doutait bien que ça n'allait pas fonctionner. Par contre chose assez intéressante, on voit les cartes dans LSPCI. LSPCI sous Linux, c'est ce qui vous permet de lister tout le matériel qui est connecté sur votre ordinateur. Donc on les voit dans LSPCI. C'est déjà une bonne nouvelle, on n'est pas sur un bug obscur quelque part niché entre le BIOS et le système. C'est bon, la carte arrive bien à remonter, donc on est déjà assez content de ce truc-là. Par contre, quand on fait un IP link, qui nous permet de lister toutes les interfaces qui sont disponibles et pouvoir voir leur assignation IP, etc., là par contre il ne se passe rien du tout, on ne voit pas les cartes. On récupère les erreurs dans Demesg. Demesg, pour les gens qui font assez peu de Linux, c'est un petit peu le journal de bord de votre système. Toutes les erreurs bas niveau, elles sont stockées là-dedans, et ça vous permet d'avoir des informations quand quelque chose passe plutôt mal. Bon, ben on récupère les erreurs, et on va tomber sur des stacks d'erreurs comme ça. Alors, on voit bien que on voit nos cartes réseau, donc c'est plutôt bien. On se dit déjà, le système tente d'en faire quelque chose avec, donc on est déjà assez heureux. Et par contre après on a ces 3 lignes là, MCP, NVMe, Populate, Fail Getting Number of Images. Alors des images dans une carte réseau, qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, on verra plus tard. Ensuite on a un Fail to Populate NVMe Shadow. Alors là c'est pareil, pour comprendre ce que c'est, bon bah on verra plus tard. Par contre la dernière ligne on la comprend plutôt bien, HW Prepare Failed, Hardware Prepare Failed. Là on se dit bon on a chopé un truc. Ça nous donne un petit indice quand même de là où aller chercher pour plus tard. Mais au début on va pas commencer à la regarder dans le code. Parce que on va se dire qu'on a sûrement une autre solution plus simple, alors, à tout hasard, un fabricant qui nous a proposé un driver custom. Ça nous permet quand même d'apprendre plein de choses. Notamment nos cartes, elles sont bien reconnues par le système et par le kernel, ça coupe après. Donc une fois de plus, on n'est pas sur une incompatibilité bizarre, on se dit on va réussir à faire un truc. Visiblement, QED et QEDE sont les drivers qui sont responsables de ces cartes, parce qu'on a vu ces 2 petits noms-là apparaître dans la trace de log avant, donc on se dit ça devrait être dans le secteur. Et quand on discute un petit peu avec les gens des équipes réseau qui sont habitués à ce genre de matériel, ils nous indiquent qu'en fait ce genre de carte, normalement quand on fait un IP link ou un IPA, c'est censé apparaître comme 4 cartes de 25 gigasecondes qui au final du coup forment 100 gigasecondes. Donc on est censé avoir 8 cartes réseau plus un 9e d'admin. Et on voit que celle d'admin. Et visiblement le driver se vautre quand il tente d'initialiser la carte et de faire des choses avec. Bon, on se dit qu'il doit exister un driver, parce que c'est du matériel qui a 5 ans, c'est du matériel qui coûte assez cher, qui coûtait très cher à l'époque et qui coûte encore assez cher aujourd'hui. Donc on se dit, bon, ça fait que 5 ans. Donc on se met à chercher un driver pour nos cartes sur Internet. Et on trouve des drivers chez HPE. Donc on se dit, c'est cool, c'est les gens qui nous vendent les cartes et il y a un driver dispo. Donc on se dit, ça va plutôt bien se passer, on télécharge le truc et puis terminé. Bon, en fait, on déchante un petit peu parce qu'on se rend compte que c'est juste des repackaging de QED et QEDE qui sont vraiment pris tels quels, c'est les mêmes checksums, enfin voilà, tout est identique. Uniquement pour des vieilles versions du kernel. Donc on se dit c'est cool, mais là peut-être que le contrôle qualité va un petit peu nous taper sur les doigts si on tente d'envoyer des trucs sur un kernel qui a 6 ans. Et uniquement pour du Red Hat Enterprise et du SUSE Linux.
Donc merci de passer à la caisse si tu veux vérifier que ces trucs-là fonctionnent. Ça, c'est le premier problème. On n'avait pas spécialement envie de payer des contrats de licence pour un lab, et surtout que le lab, c'est censé être un Proxmox. Et Proxmox, ça fonctionne avec du Debian en dessous. Donc même si on arrive à le faire fonctionner sur notre RHEL, sur notre Red Hat Enterprise Linux, bon, bah, ça va pas spécialement nous aider. Bon, il va falloir qu'on regarde si on n'arrive pas à trouver autre chose. Ça reste quand même intéressant, parce qu'en fait, on apprend notamment que les HPE QLogic, c'est juste des rebranding en fait. Donc c'est à la base c'est des Marvel QLogic. Alors il y a deux L à celui-là, c'est pas, enfin voilà, mais c'est juste des rebranding. Donc on passe également un petit peu de temps à chercher voir si Marvel a pas directement sorti un driver. La réponse est non. Les drivers sont pour du Red Hat 7 et du SUS 12. Donc déjà à l'époque c'est fin 2024, c'est vieux. SUS 15 est sorti, Red Hat 8 est sorti depuis un petit bout de temps. Donc c'est déjà vieux. Et du coup on se dit bon bah les drivers du kernel devraient fonctionner en natif. Sinon, il y aurait du support. Les cartes, elles ont 5 ans, elles en ont pas 25, quoi. Donc, normalement, il y a encore plein de gens qui ont en prod ce genre de cartes. Du coup, on se dit, bah, peut-être qu'en fait, c'est les gens qui font Debian qui se sont plantés quand ils ont repackagé le kernel, les drivers et compagnie. Ils ont peut-être introduit un bug sans faire exprès. Ça peut arriver. Un truc un petit peu obscur, mais ça pourrait arriver. Du coup, on tente d'installer plein de trucs sur nos serveurs. Alors, on commence avec une Ubuntu, parce qu'on se dit, bon, bah, Ubuntu, c'est une Debian avec tous les dépôts non-free qui sont intégrés dedans et plein de drivers propriétaires ajoutés. Donc, s'il y a bien un endroit sur Terre où c'est censé fonctionner, c'est une Ubuntu. Bon, bah non. On se dit, allez, il y avait des drivers pour Red Hat Enterprise Linux. On va prendre une CentOS Stream, parce que c'est juste une Red Hat Enterprise Linux sur l'upstream, donc moins stable que la Red Hat Enterprise, mais ça devrait fonctionner. Bon, bah non. Juste pour le fun, on se dit, on va tenter avec une Alpine Linux, parce que sur un malentendu, ça peut fonctionner. Alpine Linux, c'est un OS qui fonctionne avec moins de 200 mégas sur le disque. Donc vraiment, c'est ultra minimaliste, c'est super, ça vous sert notamment en base pour vos images Docker. Alpine Linux est très connu pour ça. Donc on se dit, bon, sur un malentendu, ça peut passer. Bon, bah non plus. Et là, du coup, on a un petit peu envie d'abandonner, parce qu'en réalité, on a déjà claqué quasiment 2 jours à faire tous ces tests-là, parce que je vous passe le fait qu'il faut allumer le serveur, ça fait un boucan monstrueux dans l'open space. Il faut flasher des clés USB, vérifier des tonnes d'incompatibilités un petit peu bizarres, etc. Et bah nous, on a quand même encore nos sujets de dev, hein. On a nos features à sortir, on a nos sprints à continuer. Du coup, bah, on a juste envie d'abandonner parce qu'on se dit là, pour le coup, on va quand même pas aller regarder dans le kernel Linux ce qui se passe. Bon, spoiler, si, on va finir par le faire. Donc on abandonne et on retourne à nos sujets habituels. Mais le manager, je crois qu'on l'a appelé Francis au début, jamais été bon pour conserver les prénoms sur le long terme, il nous dit, bah écoutez, merci d'avoir essayé, gardez-le quand même encore une semaine ou deux sur le bureau, le temps que nous on finisse les papiers pour tenter de renvoyer les serveurs en fait chez le Tchèque à qui on a acheté les trucs. Donc on conserve un serveur sur un coin de bureau et du coup il y a plein de gens qui vont venir essayer parce que ça va faire un petit peu le tour de la boîte de oh tiens il y a des serveurs qui marchent pas. Du coup il y a des gens qui vont se pointer dans le bureau et dire ah j'ai une super idée, donc ils vont tenter des trucs sur le serveur pendant 1 heure ou deux, se rendre compte que ça fonctionne pas et ça va être ça pendant une bonne semaine et demie. Il y a plein de gens qui vont tenter et qui vont vraiment tenter un paquet de trucs et ça n'a pas fonctionné. Donc on a documenté tous les tests qui ont été effectués, ça nous a aussi un petit peu servi au fur et à mesure. Et un jeudi soir, une semaine et demie, 2 semaines après, il y a eu l'idée à la con qui a fait pop dans la tête. Et en règle générale, les idées à la con, c'est moi qui les avais. Et pour une fois, celle-là était bonne, mais en règle générale, ça l'était pas. Et cette idée, en l'occurrence, c'était il se passe quoi si on installe cette vieille Ubuntu 18 qui a rien demandé à personne, qui est outdated depuis des années. Voilà, si elle était encore supportée à l'époque, mais elle arrivait vraiment end of life. Et du coup, bah, on va tenter d'installer une Ubuntu 18 sur ce serveur là, voilà. Et là, tout le monde me dit, mais c'est complètement idiot. Tu sais bien que dans Linux, on ne casse pas la compatibilité ascendante. Il y a 6 mois, il y a des gens qui ont fait des patchs pour améliorer le taux de lecture sur les floppy disks. Voilà, il y a des gens dans l'amphi qui, je pense, n'ont jamais utilisé de floppy disk de leur vie. Et moi, je suis arrivé en fin du cycle de vie des floppy disks, genre vraiment très 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 fin de vie. Donc c'est juste parce que mon père travaillait dans une boîte avec une IT très archaïque, donc il avait encore des floppy disks en 2010, je crois, et ça s'est arrêté à peu près par là. Et tout ça pour dire que normalement, s'il y a bien un endroit où on ne supprime pas des trucs qui marchaient avant, c'est bien le kernel Linux. Normalement, voilà. Et ben en fait, si, ça fonctionne. Notre Ubuntu 18, ben c'est parti, tout droit. Nos cartes réseau, elles sont bien là. Alors là, je vous ai mis que les 4 premières, mais en fait, on a les 8 qui apparaissent, plus la carte d'admin. On branche une fibre, ça monte up, on récupère une assignation IP et tout. Enfin, tout se passe super. Et là, du coup, on hésite entre être super content et pleurer. Alors,
super content parce que déjà ça fonctionne, donc ça veut dire que c'est bon, on n'a pas besoin de tenter de renvoyer 200 000 € de matériel chez des Tchèques. Voilà, donc on est plutôt content. Par contre, sur un OS qui date d'il y a 7 ans à l'époque, donc 8,5/9 maintenant, et on se dit vraiment le contrôle qualité, là il va nous casser les dents. Si on tente d'aller avec ça en comité de changement, là ça va pas bien se passer pour nous. Donc, faut qu'on trouve quand même une solution pour qu'on puisse rester sur quelque chose d'à peu près récent. Et du coup, on se dit, bah écoute, on a fait n'importe quoi et ça s'est mis à fonctionner, donc on va continuer à faire n'importe quoi. Donc, notre Ubuntu, on va un petit peu la vampiriser. On va récupérer le kernel, donc vraiment le cœur du réacteur, et on va le mettre sur notre Debian 12, qui n'a rien demandé à personne. Elle était sur un kernel tout neuf et tout, ça se passait super bien pour elle. On arrive, on lui refourgue le vieux kernel d'il y a 6 ans, et on lui dit, tiens, vas-y, démarre avec. Et ça fonctionne. Et là, on se dit, ça va bien se passer. Juste pour être sûr, on recompile un kernel 4.15 depuis les sources. Au cas où, on ne sait jamais, peut-être que les gens de chez Canonical, ils ont mis des hot patchs dans le kernel qui ne sont pas dispo sur le code qui est dispo grand public. Donc on se dit, on en reprend un depuis les sources, 4.15, on recompile, etc. à la main, et ça marche aussi. Et là, on se dit, bah, ça va être sympa, parce que le bug, il n'est pas dans la distribution, il est dans le kernel. Et il est quelque part dans le kernel. Et la question qu'on se pose, c'est comment le trouver. Parce que Ubuntu 18, c'est un kernel 4.15, Debian 12, c'est un kernel 6.1. Donc il y a juste 4 ans et demi de commit dans le plus gros projet open source du monde. À peu de choses près, il y a peut-être Chromium qui l'a déplacé en termes de taille maintenant. Mais globalement, ça va quand même être un petit peu tricky à aller débugger tout ce truc-là. Petite parenthèse, parce qu'on a du temps. Depuis à peu près 5 minutes, je commence à vous parler de kernel Linux. Mais au fond, qu'est-ce que c'est le kernel Linux? Le kernel, c'est un gros morceau de code qui va gérer les fondements du système. C'est lui qui va gérer tout ce qui va être allocation mémoire, aiguillage des instructions processeur, le réseau très bas niveau et tout ce genre de choses. C'est du très bas niveau, c'est du C, c'est un projet qui est absolument énorme. Et en réalité, quand on parle de distribution Linux, on parle d'un système d'exploitation qui utilise ce kernel. Donc autour, il y a un paquet d'autres trucs qui font qu'on a un système d'exploitation basé sur Linux. Ça a été créé par Linus Torvalds en 91, ça a été open sourcé en 92, notamment parce qu'il y a quelqu'un qui tentait de faire aussi un kernel qui s'appelle Hurd. Donc la GNU Foundation essayait de faire un kernel open source depuis des années, ils n'y arrivaient pas. Et du coup, quand ils ont vu que Linus dans son coin, juste pour se marrer, le soir, il avait réussi à en faire un, ils ont été le tanner pendant des mois et des mois pour que Linus accepte d'ouvrir les sources et que ça devienne un commun numérique public. Et en fait, c'était le chaînon manquant à la communauté open source pour faire un OS complet. Il y avait plein de gens qui avaient travaillé sur les utilitaires autour, il y avait plein de gens qui avaient travaillé sur tout ce qui était packaging, distribution, etc. Par contre, il manquait un kernel, il manquait le moteur. Et grâce à Linux Torvalds, on a eu Linux et on a eu un kernel utilisable, libre, open source. Mais le kernel, c'est pas un OS à lui tout seul, parce que pour utiliser le kernel, si vous voulez vraiment l'utiliser comme ça en natif, il va quand même vous falloir implémenter un sacré paquet de fonctions très très bas niveau et vous n'avez pas envie de le faire. Donc, il y a des gens qui vont développer plein de logiciels utilitaires autour, donc ls, cat, more, tail, grep, tout ce genre de choses, pour faire en sorte à ce que vous ayez un système à peu près utilisable. Il en existe plusieurs. Alors majoritairement, les gens utilisent les GNU Core Utils. Si vous avez du Debian, du Red Hat Enterprise Linux, du SUSE, c'est du GNU Core Utils. Mais il y a d'autres gens, par exemple BSD, c'est leur propre utilitaire, c'est eux qui ont codé leur version utilitaire. Et vous avez également la version BuzzyBox pour Alpine et OpenWRT qui eux sont plus légers et qui se focalisent vraiment sur l'essentiel et le cœur principal de ces outils-là. Et ça fait à peu près un OS. Mais pas super utilisable, parce qu'il va encore vous manquer un paquet de trucs. Il va vous manquer plein de bibliothèques système, notamment pour pouvoir lancer vos programmes en C, donc il va vous manquer glibc. Il va vous manquer un gestionnaire de paquets pour pouvoir installer des logiciels sans avoir besoin d'aller décompiler les trucs à la main et compagnie. Il va vous manquer un gestionnaire de daemon pour avoir des choses qui tournent en arrière-plan. Il va vous manquer un gestionnaire de fenêtres pour avoir des interfaces graphiques, et ainsi de suite. Donc on va créer des distributions qui vont en fait packager et maintenir tout ça pour nous. Debian, Ubuntu, Alpine, Alma, Rocky, etc. C'est des distributions qui prennent tout un ensemble d'utilitaires de base, tout un ensemble de projets qui permettent d'avoir quelque chose d'intuitif pour un utilisateur et qui vont vous mettre ça à disposition et vous assurer la maintenance, le suivi et les évolutions derrière. Donc en vrai, quand on utilise Debian, ce qui se passe, c'est qu'on utilise la distribution Debian qui utilise les utilitaires GNU avec la bibliothèque standard glibc, parce qu'il y a aussi Muzzle qui existe, mais on ne va pas rentrer dans ce débat-là, et avec le kernel Linux.
Donc techniquement, Debian, c'est pas Debian, c'est Debian GNU Linux. Et d'ailleurs, il existe encore une variante Debian GNU Hurd, parce que les gens de Hurd, ils n'ont pas arrêté le développement. C'est juste qu'il n'y a pas grand monde qui s'en sert, vu qu'il y a le kernel Linux qui est là et qui fonctionne très bien, mais Hurd existe encore. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'était assez important pour la suite. Pour revenir à notre histoire, du coup, on se pose deux questions. Quelle partie du kernel casse et en quelle version le breaking change apparaît? Bon, quelle partie du kernel casse? On reprend à nouveau nos 5 petites lignes de tout à l'heure. On voit que c'est QED, QEDE. On se dit qu'on va pouvoir aller regarder un petit peu là-dedans. Bon, QED et QEDE, ça vous parle probablement pas. Ça nous parlait pas non plus au début. QED et QEDE, ce sont des drivers qui sont intégrés au kernel qui vont gérer plein de cartes réseau pour nous. Donc QED va directement contrôler le firmware, les interruptions système et tout genre de choses. Vraiment, il va s'occuper de la partie protocolaire, bas niveau, etc. QEDE, lui, son but, c'est d'exposer les interfaces Ethernet de nos cartes, pour permettre de pouvoir les utiliser avec une IPv4 qui se passe bien, du DHCP, tout ce genre de choses. Mais ils ont plein d'autres copains. Il y a QEDR qui fait de l'InfiniBand, il y a QEDI qui fait de l'iSCSI, il y a QEDF qui fait du FCOE, et il y a un paquet d'autres copains derrière. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce qui est QED quelque chose, c'est pour gérer du réseau. Bon, maintenant on se pose la question de quand est-ce que le bug a été introduit. Alors l'idée, c'est pas d'aller faire du name and shame et de dire c'est de sa faute, c'est dans ce commit-là que ça a été ajouté. L'idée, c'est d'aller trouver l'endroit exact pour identifier la source du bug et encore plus important, de comprendre ce que la personne qui a introduit le bug voulait faire à l'origine. Parce que lui, cette personne-là, a intégré une régression. On n'a pas envie d'intégrer une régression sur une régression, parce que là, sinon ça va devenir régressionception et ça va vraiment être compliqué pour la suite. Donc le but, c'est de vraiment comprendre l'intention de la personne, parce que l'intention de la personne, c'était pas de rajouter un bug, de pouvoir le comprendre, de pouvoir proposer un fixe qui respecte l'intention originelle. Donc ça va nous permettre de faciliter le fixe. Bon, comme je vous le disais, on a 4 ans de commit à aller regarder, ça fait à peu près 1200 commits, je crois. Ça peut mettre un petit bout de temps à 3 quand même, donc on va essayer de réduire le scope. Et pour ça, en fait, on va se dire qu'entre la version 4.15 et la 6.1, il y a 28 versions entre guillemets principales du kernel Linux qui sont sorties. Ils ne sont pas en semantic versioning. En fait, pour l'anecdote, Linus dit tout le temps qu'il a des difficultés avec les nombres trop grands. Donc, quand le kernel arrive à quelque chose .19, il incrémente la version majeure. Donc là d'ailleurs, le prochain incrément de version majeure est dans quelques mois. On va avoir la version 7.0 du kernel qui va sortir parce qu'on est à 6.19 et du coup Linus a fait message dans la mailing list en disant ça devient trop grand pour moi, donc 7.0. Donc c'est pas du SEMVer, faut pacifier. Et il y a 28 versions du coup qui sont sorties entre la 4.15 et la 6.1 de l'époque. Donc on se dit en fait ça va être très simple, on va monter de LTS en LTS et on va voir à quel endroit ça casse. Donc une LTS, c'est un kernel qui va avoir plusieurs années de support, où on va dire que pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, on va recevoir les bugs, les correctifs de sécurité et les correctifs de bugs. Et une non-LTS, c'est 6 mois de vie pour une version du kernel, et puis ensuite elle est dépréciée, il faut que vous mettiez à jour votre kernel. Bon, la LTS après la 4.15, c'est la 4.19. Donc on se dit, ok, on est en 4.15, ça fonctionne, on va voir si en 4.19 ça fonctionne toujours. Et 4.19, ça ne fonctionne plus. Donc on se dit, bon c'est cool, le bug il a été rapidement trouvé, il est quelque part entre la 4.15 et la 4.19. Par contre, ça veut dire que ça fait vraiment longtemps que le bug est là, quoi. Bon, on va retenter en 4.17, dichotomie, on va y aller vraiment moitié-moitié. Bon, en 4.17, à nouveau, fail. Donc c'est quelque part entre la 4.15 et la 4.17. Bon, il ne reste plus que la 4.16 à tester. Et la 4.16, ça fonctionne. Bon, parfait, c'est entre la 4.16 et la 4.17. En fait, ce travail-là, ça nous a quand même permis de réduire énormément le scope. Tout à l'heure, je vous disais, il y avait à peu près 1200 commits à la regarder sur QED, QEDE. Là, maintenant, il en reste 90. Donc ça devient beaucoup plus jouable, là, d'un coup, d'aller un petit peu auditer ce qui s'est passé dans ces commits-là. Et en fait, on va trouver assez vite, il y a ce commit-là, le 43645CE, qui rajoute une fonction qui s'appelle QED MCP NVM Info Populate. Alors oui, il y a aussi, je pense, un concours dans les gens qui contribuent au kernel Linux sur la taille sur la taille du nom de fonction, en fait. Ils font sûrement un concours, un truc du style. Vous allez voir, c'est pas la plus longue dans le talk. Et d'après les logs, c'est cette méthode-là qui pose problème, parce qu'on l'a ici, QED MCP NVM Info Populate. Donc on se dit qu'on a sûrement une bonne piste. Pour être sûr, on va recompiler, on va prendre le commit 43645CE et on va recompiler cette version-là spécifique. Ça plante. On va prendre le commit juste avant, le 50BC, donc juste le commit parent direct, et ça fonctionne. Ok, on a trouvé le commit qui fait que ça pose problème. Soit dit en passant, recompiler le kernel, c'est à peu près 45 minutes. Donc voilà, le test, c'est pas un npm run dev et on CTRL-C, on npm run dev à nouveau, c'est un peu plus lent. Bon, c'est parti pour le fixe. Alors là, on va arriver dans les 5 minutes où il y a du code. C'est pas un code super complexe, promis.
on regarde la fonction qui nous pose problème, donc la QED-MCP NVM info-populate, et en fait, le code il tient vraiment dans le slide. La fonction elle est là intégrale. Donc bon, ça se passe plutôt pas trop mal. Et on se rend compte qu'on appelle QED-MCP beast NVM get new images. Je vous disais, il y a un concours, hein, c'est obligé. Et on regarde le résultat de ce truc-là. Si c'est non supporté, on continue, on va sur go to out, on met juste un truc, attention, c'est pas supporté. Et si par contre c'est un autre retour code qui n'est pas un retour code qu'on s'attend, là on fait notre fail getting number of images qui part vers l'erreur 0 et qui donc du coup arrête l'instanciation de la carte. Visiblement on rentre dans ce cas-là parce que le fail getting number of images, on l'a. Donc on se dit, le problème vient bien de là. Bon, et ben c'est parti, alors regardez que DMCP beast NVM get new images. Donc là c'est pareil, la fonction elle n'est pas très longue, hein, vous l'avez en intégralité ici. Et visiblement, elle fait appel à QED-MCP CMD, là, ça va, ils ont raccourci le nom. Et on va récupérer un return code et un RSP. Et en fonction du résultat, en fait, on va avoir deux cas possibles. Si on a un return code qui existe, on va directement renvoyer notre code de retour. Et sinon, on va faire un petit peu de logique booléenne. On va passer la réponse dans un masque. Et si la réponse n'est pas OK, on renvoie erreur invalide. Bon, comme on ne sait pas dans lequel des deux on se situe, bah en fait, on va juste rajouter un print papat avec, également l'information de savoir un petit peu où on est. Donc vraiment, on va faire papat 1, papat 2 dans le kernel. Bon, voilà, hein, chacun nos occupations du vendredi. Ça nous permet de voir qu'en fait, on rentre dans ce cas ici. On est dans le einval qui est là. Bon, bah maintenant, il va falloir comprendre avec quel est le code d'erreur et qu'est-ce qui se passe. Donc, on va recompiler, une fois de plus, en ajoutant un log qui affiche le résultat de notre RSP et notre masque booléen. Et le code affiché, en fait, quand on fait ça, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et en regardant un petit peu le fichier QED-MFWHSI et en regardant un petit peu ce que le masque fait, on se rend compte qu'en fait, ce code-là, bah, c'est une opération non supportée. Donc normalement, ça devrait être géré par le code. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre NVM info-populate, il appelle MCP beast NVM get new images, qui appelle QED MCP CMD, qui contacte le hardware. Le hardware lui répond, bah, je ne sais pas faire ce que tu me demandes, donc insupporté. Lui, du coup, bah, il renvoie, bah, c'est pas supporté. Et lui, en fait, bah, vu que dans le code, on a oublié de rajouter le fait que bah, si c'est pas supporté, il faut lui renvoyer. Hop, je vais vous remontrer le code juste ici, ça sera plus simple. Hop, encore un petit peu. Voilà. Vu qu'ici, on oublie de rajouter une condition de bah, si le code c'est non supporté, renvoie non supporté, bah, il nous renvoie invalide. Du coup, en fait, bah, le bug, il est tout bête, et il est juste là. Et du coup, bah, lui, il nous renvoie invalide, lui, il voit invalide, il dit bah non, moi j'arrête tout. C'est pas que c'est pas supporté, c'est que tu m'as retourné invalide. Donc la carte, elle fonctionne plus du tout, elle est pétée. Bon, bah voilà. Donc DNVM info-populate, on avait notre EOP node sup, sauf que bah, personne lui renvoie jamais EOP node sup, donc ça sert strictement à rien. Et voilà du coup notre correctif, attention, il est ultra violent, c'est les trois lignes modifiées là, ici. Donc on rajoute notre code unsupported, juste là, et on lui dit, bah, si c'est unsupported, eh ben, on renvoie non-supported. Et ça fait que là maintenant, le info-populate, il contacte new images, qui contacte le CMD, qui contacte le hardware lui dit, bah non, je sais pas faire, lui il renvoie, bah non, je sais pas faire, lui renvoie, ah ok, c'est non supporté, et lui du coup il est content, il continue l'instanciation. On a juste le petit message pour dire, c'est pas supporté, mais on s'en fiche, c'est pas supporté, et la carte elle a le droit de fonctionner quand même. On recompile, donc on était sur la version 6.1, on en profite, on prend la toute dernière qui était dispo à ce moment-là, parce que Debian, pour des raisons de stabilité, ne met jamais la toute dernière version du kernel qui est dispo. Donc on prend la 6.12, on met notre fixe à l'intérieur, et ça fonctionne. Donc on vient de sauver nos serveurs, et ça c'est plutôt cool, parce que quand on arrive devant son chef, même si on est déjà démissionnaire, et qu'on lui dit « ton invest à 200 briques, c'est bon, elle est sauvée », en règle générale, tout le monde souffle un petit coup quand même. Donc on est content, on a sauvé nos serveurs, et bah, du coup, on se dit, ça serait bête de garder cette modif juste pour nous. Hein, on va recontribuer à l'open source un petit peu. Et du coup, on va soumettre une modification dans le kernel pour faire profiter à tout le monde de notre petite trouvaille. Et là, du coup, on va découvrir un truc qui s'appelle le kernel lore. En fait, le kernel a un problème majeur dans sa maintenance au quotidien. Et ce problème majeur, c'est que c'est un bout de code qui est beaucoup trop gros. Il y a des dizaines de millions de lignes, il y a des milliers de contributeurs, donc on ne peut pas juste faire GitLab, ouvrir une PR et taguer une personne au pif. En règle générale, dans le kernel, vous allez avoir des groupes de travail, et notamment là pour la partie qui va nous intéresser, le groupe NetDev, qui est vraiment en charge de tout ce qui touche au réseau. Et dedans, il y a une vingtaine de personnes, beaucoup d'entre eux travaillent chez Red Hat, il y en a 2 ou 3 ailleurs, mais la grande majorité des gens travaillent chez Red Hat sur cette partie-là. Et du coup, bah, en fait, la notion de PR,
elle ne fonctionne pas correctement pour ce genre de cas d'usage. Donc ils se sont dit, il y a une solution vachement mieux, c'est qu'en fait on va gérer l'historique complet du kernel sous forme de mailing list. Voilà. Donc c'est conceptuel, mais malgré tout ça fonctionne quand même plutôt bien. La preuve c'est que ça fait 20 ans qu'ils font avec et ça marche super bien. Comme le kernel est trop gros pour être un projet Git standard avec des PR standards, etc., en fait, les changes sont gérés par mail. Donc on envoie nos changes avec un descriptif complet sur une mailing list bien spécifique. Donc nous, c'était la NetDev. En respectant à la lettre un ensemble de règles de soumission, parce qu'il y a des gens qui se sont créés des petits clients pour aller regarder les mails de manière un petit peu automatisée, etc. Donc il y a 8 pages de règles. Faut pas que vos lignes fassent plus de 120 caractères, il faut que vous ayez telle information notée à tel endroit bien spécifique, etc. Donc c'est un petit peu space. En règle générale, la première fois, vous n'arrivez pas à comprendre toutes les règles, donc on vous dit gentiment, renvoyez un mail avec les bonnes règles. Mais bon, ça se passe quand même plutôt bien. Et en fait, les réponses à ces mails vont servir de peer review et de relecture. Donc vraiment, on est sur une gestion complète par mailing list. Et quand tout le monde est content du fixe final qui est proposé, il y a un contributeur, un mainteneur, donc en règle générale des gens qui sont payés à temps plein par des entreprises pour contribuer au kernel Linux, qui vont prendre votre change et qui vont, eux, le commiter et le pousser dans la base, dans la base de code. Donc normalement, vous ne touchez jamais de près ou de loin l'arborescence Git du kernel Linux. Vous toucherez à des mailing lists. Vous pouvez aller regarder le mail dans le lore qu'on avait envoyé. Ce qui est quand même intéressant à voir, c'est que notre change, il fait 4 lignes, hein, on est là. Le descriptif de tout ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait est quand même 3 fois plus long que le code en lui-même. Donc c'est vraiment aussi quelque chose d'assez important à noter, c'est que dans le kernel Linux, vu que c'est un projet qui est ultra sensible, on fait vraiment en sorte à garder trace d'absolument tout ce qui s'y passe à l'intérieur. Donc vous ne pouvez pas arriver et juste dire « Ah, j'ai fait ça parce que je pense que c'est mieux ». Non, il va falloir le justifier. Et je vous masque les échanges de mails, mais en fait ça n'était pas suffisant. Il y a eu des demandes d'échanges supplémentaires dans les réponses. Donc ça a mis un petit peu de temps. Mais au bout de quelques semaines, notre patch arrive dans le kernel Linux. Et c'était du coup mon ancien collègue Louis qui s'était occupé de rédiger le mail. Donc c'est lui qui apparaît en premier. Notre soumission, elle est approuvée. On arrive dans le code du coup en 6.13. Et depuis la 6.13, il y a nos noms qui sont disponibles dans le kernel Linux. Donc c'est plutôt classe comme contribution. Merci. Et pour anecdote, comme on est sur un bug fixe, en fait, notre correctif va être backporté jusqu'en 5.4, donc kernel sorti en 2019. Donc si vous êtes encore sur une Ubuntu 18, quoi que non, parce que la Ubuntu 18, elle était en 4.15. Si vous êtes sur une Debian 10, ça normalement ça devrait être bon. Si vous êtes sur une Debian 10 et que vous faites un apt dist upgrade, vous allez recevoir notre backport de bug dans votre vieux kernel de Debian 10. Ça devrait plutôt bien se passer. Bon, voilà un petit peu pour ce correctif-là. Comme je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le talk qui allait le plus attirer les foules, au final, je me suis en fin de compte, si, vous êtes très nombreux, c'est plutôt cool. Je me suis posé la question également de si on avait demandé à l'IA de nous le faire en 2026. Voilà. Alors, je vous avoue qu'à titre personnel, je ne suis pas un énorme fan de toute la partie IA, etc. Donc, je m'en sers un petit peu, mais de manière très sporadique, on va dire. Donc je me suis pas pris la tête, j'avais mon JetBrains qui était démarré, il y avait mon abonnement payant qui était là et qui donc du coup me donne quelques tokens sur AI Pro et Juni, donc je suis parti sur Juni. C'est pas une pub, ça aurait pu être sur Cloud Code ou quoi que ce soit d'autre, c'est juste que c'était le seul que j'avais à dispo, et j'avais pas envie de me remonter un IDE juste pour ça. Donc je demande à l'IA tout bêtement, je clone le dépôt kernel Linux sur la version qui avait le bug. Voilà, et je lui dis gentiment, j'ai un problème, fail getting number of images sur une initialisation de Gert, à quel endroit l'erreur est localisée? Et en fait, là, il va me sortir un paquet d'infos. Alors, il va quand même réfléchir un paquet de temps. Ça m'a cramé un paquet de tokens, en vrai. J'étais assez surpris du truc. Mais il va me sortir qu'en fait, cette phrase-là, on peut la trouver à 2 endroits précis. Et on retrouve bien notre QEDMCP.c, qui est en effet là où on a appliqué le correctif. Du coup, je vais la guider un petit peu, je vais lui dire, c'est dans QEDMCP.c, et si tu arrives à me trouver des bugs, entre guillemets, évidents, alors pour une IA qui est capable de manger un paquet de contexte, parce que pour un humain, quand même beaucoup moins, essaye de me les sortir. Et en fait, elle va me sortir en fait, une grosse partie de ce que nous, on a fait. Donc c'est quand même plutôt intéressant à regarder. Et en fait, elle va être capable de nous trouver quand même pas mal d'informations assez intéressantes. Elle va nous proposer le patch, et le patch correspond bien à ce qu'on avait fait aussi à l'époque. Donc elle s'en est quand même honorablement bien sortie. Et le LLM arrive à trouver l'erreur du coup et nous la corriger. Je lui ai demandé si elle avait utilisé les sources récentes, notamment du kernel lore ou des versions plus récentes du kernel. Elle m'a promis que non, j'aurais craché. J'ai utilisé que ce que tu m'as communiqué comme code contexte.
Croyez-la ou non, moi je peux pas vérifier, donc voilà, je peux pas vous dire, mais elle m'a promis que non. Alors si vous croyez votre IA au quotidien, croyez-la ici aussi. Et sinon, ayez un esprit critique, et je pense qu'il y a peut-être moyen pour qu'elle ait été vérifiée 2-3 trucs sur internet quand même. Surtout que le modèle tourne pas en local, donc vraiment il n'y a aucun moyen de savoir ce qui s'y passe derrière. Par contre, chose intéressante, son patch a apporté des changements à des fichiers qui n'ont rien à voir. Au final, elle a modifié 4 fichiers, dont 3 qui n'avaient rien demandé à personne et qui n'étaient pas du tout impactés par le bug. Donc c'était assez intéressant. Il a fallu que je lui dise non, mais ces trucs-là, par contre, tu me les revertes et tu me gardes que le premier. La performance reste quand même assez intéressante, je trouve, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui utilise assez peu d'IA au quotidien, parce que j'arrive pas à m'y faire, en toute honnêteté. Ça a quand même cramé un paquet de tokens, et ça a quand même bien réfléchi pendant 40-45 minutes. Après, bon, je lui ai filé une code base énorme, hein, donc on peut pas non plus trop lui en vouloir, mais elle a quand même mis un petit peu de temps. Pour conclure un petit peu ce sujet-là, la première chose, c'est qu'en fait, on a eu de la chance dans notre debug. On y est vraiment allé, pour ainsi dire, comme des bourrins, hein, de se dire, allez, on va réinstaller une Ubuntu 18, vas-y, on va repiquer le kernel, le remettre sur une Debian 12, etc. Il y a mille et une choses qui auraient pu ne pas fonctionner correctement. Nous, ça a fonctionné parce qu'on a eu de la chance. Le premier truc sur lequel on a été chanceux, c'est qu'en fait, comme le bug est arrivé en 4.17 et que Ubuntu 18 était en 4.15, en fait, on a regardé, mais à 6 semaines près, bah, Ubuntu 18 sortait sur une 4.17 et du coup ça fonctionnait pas avec la Ubuntu 17, avec la Ubuntu 18 et on aurait abandonné. Donc en fait il y a ce premier truc là, c'est qu'on a vraiment eu de la chance de réussir à tomber sur un OS qui était encore supporté et légèrement plus vieux que la date d'apparition du bug. Mais on a été chanceux. À 6 semaines près, vraiment on n'avait pas la même, la même vision du bug et on aurait vu que c'était aussi planté en Ubuntu 18 et on aurait sûrement abandonné. Le deuxième point, c'est qu'en fait Linux c'est super cool et le fait que ce soit open source encore plus. Alors là je sais, je viens de vous parler de 45 minutes d'un bug, donc vous dites super cool, il y a des bugs. Bon, en fait, ce qui est vraiment super, super agréable dans ce genre de philosophie avec le monde de l'open source, c'est qu'on a rencontré un bug, sauf qu'on a été capable de l'investiguer, on a été capable de le troubleshooter, on a été capable de le corriger et on a été capable de le proposer à la communauté. Si on avait été sur un kernel propriétaire, alors je vais prendre celui de Windows en exemple, mais c'est juste parce que c'est à peu près le seul propriétaire qui existe à ma connaissance, sauf Univers Mac, en fait on aurait sûrement été vu comme il y a une PME du fond de l'Auvergne qui emploie 20 personnes et qui fait 3 millions de CA annuels, j'allais dire 3 milliards, non, 3 millions de CA annuels, qui ont un contrat de maintenance basique chez nous, qui viennent de nous soumettre un bug qui a l'air d'être ultra tricky, vachement chiant à résoudre, et c'est les seuls sur Terre à l'avoir rencontré pour l'instant. Comment vous dire que le truc il aurait été catégorisé P5.4, voilà, promis on s'en occupera un jour, et qu'on n'aurait jamais eu de réponse. Donc le fait est que là, avec un petit peu de patience, avec un petit peu de travail et du fait de réussir quand même à rentrer dans la codebase et comprendre ce qui s'y passe, on a pu aller débugger tout ça et on a pu le proposer. Donc c'est vraiment quelque chose de super important et de super intéressant. C'est que l'univers open source vous permet d'être quand même vraiment en maîtrise sur ce que vous avez de déployer chez vous, et ça vous permet également de pouvoir le modifier ou y contribuer en retour quand vous détectez des choses qui ne vous plaisent pas ou quand vous détectez des bugs. Donc c'est quand même plutôt bien. Aucun système est infaillible, même le meilleur de tous. On a souvent la loi de Murphy en tête, hein, mais là pour le coup, dites-vous bien que le kernel Linux, c'est un des morceaux de code qui est les plus surveillés, les plus audités au monde, par des ingénieurs qui sont extrêmement talentueux. Hein, les gens qui travaillent notamment sur la partie NetDev, pour avoir vu un petit peu les contributions qu'ils font, c'est quand même sacrément énervé ce qu'ils font au quotidien. Et malgré tout, on arrive quand même à y trouver des bugs à l'intérieur, parce qu'aucun système n'est infaillible, il faut quand même bien le garder en tête, il faut faire en sorte à développer nos systèmes en ayant conscience de ça. La loi de Murphy peut arriver même sur le meilleur produit, même sur le meilleur logiciel jamais produit, vous pourrez en trouver. Et puis le dernier point, c'est le plus important, c'est que si 3 gobelins avec 4 à 6 ans d'XP au fond d'un obscur bureau clermontois, ils sont arrivés en plein milieu du mois de novembre avec la neige, etc., etc., vous pouvez aussi y arriver. Donc n'hésitez pas à contribuer à l'open source. Nous, en réalité, notre bug fix, il est tout simple, il est tout bête. C'est 2 lignes, on n'a pas réinventé la Terre, on n'a pas réécrit le kernel Linux. Cependant, en fait, c'est toutes ces petites contributions-là, individuelles, qui font que, à la fin, c'est des projets qui peuvent avoir de l'attraction et qui peuvent durer longtemps. Donc n'hésitez pas à contribuer, même si c'est des petites contributions, même si c'est de la doc, même si c'est des typos, même si c'est des mini-bugs comme ce qu'on a vu là, c'est super important de faire en sorte à contribuer à cet écosystème parce que ça permet de le faire vivre et ça permet de donner de l'importance au monde de l'open source et ça permet également de montrer en entreprise que l'open source c'est une opportunité, c'est quelque chose de bénéfique et que c'est un commun numérique qu'on doit absolument protéger pour nous et pour les personnes qui arriveront après nous dans le monde de l'IT. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai oublié le lien Open Feedback, mais je suis preneur.
Et je crois qu'il reste un petit peu de temps pour des questions. Donc si des gens en ont, n'hésitez pas. Ouais. Ouais, alors la question du coup pour la CAPTA, c'est comment ça se fait qu'on ait été les premiers à rencontrer ce bug, ou en tout cas qu'on soit les premiers à l'avoir déclaré. On pense à quelque chose de tout bête, pour également avoir géré durant des années un data center avec des machines physiques qui font tourner des hyperviseurs. C'est que c'est des choses qu'en règle générale, les entreprises mettent à jour assez rarement, pour ne pas dire jamais, sur toute la durée de vie de leur matériel. Et en fait, comme c'est du matériel assez coûteux et qu'il y a quand même des performances qui sont assez incroyables, c'est très souvent utilisé pour créer des clusters de Proxmox, d'OpenStack et ce genre de choses. Donc c'est des choses qui sont compliquées à éteindre pour réussir à mettre à jour. Et en règle générale, les entreprises ne le font pas. Donc on pense fortement qu'en fait, on a été les premiers à tenter de partir sur quelque chose, sur un OS récent avec ce matériel-là. Et c'est un petit peu renforcé par le fait que quand on regarde, parce que quand on a fait nos recherches, on a cherché des drivers, mais on a aussi cherché du coup directement ce bug-là pour essayer de comprendre en fait d'où ça venait. Et on est arrivé en page 28 de Google. Donc déjà, quand vous arrivez en page 3 de Google, c'est que vous savez que vous avez un petit peu foiré votre requête. Là, on est arrivé en page 28, on est arrivé au bout. On est arrivé à la dernière page et Google nous disait j'ai plus rien, donc débrouille-toi. Et en fait, on est tombé sur plein de gens qui disaient non, mais c'est bon, c'est certifié sur une Ubuntu 18, c'est certifié sur une Ubuntu 20. Alors, spoiler, c'était certifié, mais ça n'a jamais fonctionné parce qu'il y avait déjà le bug dedans. Et on a essayé. Et du coup, on pense vraiment qu'en fait, on a été les premiers à tenter de partir sur un OS récent et à jour sur ces cartes-là ultra spécifiques. Sachant que c'est des cartes qu'on ne recroise pas non plus tous les 4 matins. Donc en fait, on a sûrement été les premiers à tenter ce setup-là. Ouais. Alors du coup la question c'est est-ce qu'une mise à jour du firmware de la carte n'aurait pas ajouté le support de la commande? On n'en a pas trouvé. On a regardé, on était sur la dernière version à jour du firmware, ça a fait partie des checks qu'on a fait en effet au départ, et on n'a pas trouvé de mise à jour du firmware qui pouvait le supporter. Alors après du coup ça faisait qu'on n'avait pas de, vu qu'on les a achetés en refurbished, on n'avait pas de contrat de maintenance avec HPE. Donc peut-être que c'était derrière un paywall, sauf que bon bah sortir 15 000 € pour prendre une mise à jour de firmware, ça a été compliqué aussi. Mais en tout cas on n'en a pas vu, on n'en a pas trouvé. Et on a aussi cherché du coup sur cette piste-là, mais sans succès, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Ouais. Alors du coup la question c'est combien de temps entre le premier échange sur la mailing list et l'application du patch? Ça a duré 3 semaines. Sachant qu'on est tombé sur un mauvais moment pour la mailing list, parce qu'on est tombé sur un moment de release de version de kernel. Donc en règle générale, ils sont pas mal occupés à régler les bugs vraiment urgents qui sont remontés. Donc nous, on a un petit peu passé en second plan. Habituellement, on est plus de l'ordre de 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais ça a duré 3 semaines, 3 semaines et demie. On a rencontré le bug au milieu du mois de novembre. Moi, je partais le 19 décembre de l'entreprise et c'était mergé dans la codebase avant que je sois parti. Donc voilà, ça a quand même été assez rapide, même sur les interactions et l'approbation du fixe. Ouais. Ouais. Du coup, la question c'est est-ce qu'on a fonctionné directement avec notre patch ou est-ce qu'on a attendu la release? Vu que le lab avait déjà pris 2 mois de retard, on a fonctionné avec le patch et avec très clairement indiqué en rouge, en gras, enfin voilà, en taille 80 sur un document Word de mettre à jour dès que la nouvelle version du kernel est disponible. Mettez à jour. Là, on a patché de manière dégueulasse, mais on a démarré les labs avec le patch. Est-ce- ah, ouais. Les modifications? Ouais. Alors du coup, sur la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres gens qui retestent physiquement les modifications? En règle générale, il y a des gens qui vont retester physiquement les modifs, mais pas sur tous les modèles de cartes, parce que ils peuvent pas tous les avoir. Donc par exemple, là, la grosse fonctionnalité de j'ai ajouté le nombre d'images, il y a un paquet de gens qui ont testé cette feature-là avant qu'elle soit ajoutée dans le kernel. Sauf que visiblement, personne n'avait notre modèle de carte. Donc personne ne s'est rendu compte du defect. En fait, il y a aussi ce problème-là, c'est qu'il y a tellement de modèles disponibles et de variantes qui sont disponibles qu'on ne peut pas être à 100% exhaustif sur les tests. Donc il y a des gens qui testent, mais ils ne peuvent pas tester tous les modèles et toutes les combinaisons disponibles. Ouais.
Alors les tests unitaires là-dedans, ça donne quoi? C'est compliqué, on va pas se mentir, c'est compliqué, surtout quand on interagit avec du matériel. Il y en a quelques-uns. Il y a une tentative, il y a une vraie volonté en tout cas de faire en sorte à ce que il y ait des tests qui soient rajoutés petit à petit dans le kernel. Pour l'instant, ça reste quand même encore très parcellaire sur ce qui est réellement couvert, et notamment par le fait que, comme c'est du matériel, c'est compliqué d'aller réussir à faire des tests sur des choses qui dépendent fortement du matériel. Par exemple, le QED MCP-CMD qui permet vraiment à aller communiquer avec la carte. En fait, chaque implémentation va être différente par carte et par modèle, et ça va directement taper le firmware de la carte. Donc il faudrait avoir des tests qui couvrent quasiment tous les firmwares de carte. Et comme les constructeurs ne mettent pas forcément toujours les specs à disposition, il y a aussi quand même un joli travail assez fréquemment de rétro-ingénierie et de compréhension de ce qui a été fait côté fabricant de la carte. Donc c'est complexe à mettre en place. Mais il y a une volonté en tout cas, mais c'est un petit peu compliqué. Il y avait deux personnes qui avaient levé la main par là-bas et par là-bas. Je ne sais pas si vous avez encore les questions, si ça a été résolu entre-temps. Ok. Ouais. Ouais, alors du coup, pourquoi est-ce que notre équipe a réussi à trouver le bug plutôt que toutes les équipes qui sont passées avant? Parce qu'en fait, à la base, on est une équipe de dev. Et là, pour le coup, le problème, il était vraiment dans du code. Alors, dans du code, certes, qu'on maîtrise pas et qu'on connaît pas spécialement, mais c'était dans du code. Donc, on a pu aller deep dive dans du code de manière beaucoup plus simple que ce qu'un admin réseau aurait pu faire, puisque lui, bon, il va être, enfin voilà, nos admins réseau par exemple, ils nous ont énormément aidé pour toute la partie configuration des switches, pour vérifier que ça fonctionnait bien, etc. Et là, ils nous ont sorti des commandes, on avait une stack complète de Juniper à l'époque, ils nous ont sorti des commandes, nous on hallucinait de ce qu'ils étaient en train de taper, et eux ils étaient en train de le faire de tête, en train de se dire non mais là c'est bon, vas-y, c'est ce port là qu'il faut configurer, il faut le flaguer machin et tout. Et on était mais comment tu sais ça de tête? Et en fait pour eux c'est exactement pareil pour nous quand on regarde du code quoi. Eux ils voient ça, ils se disent mais comment tu arrives à comprendre ce qui se passe là-dedans? En fait c'est parce que chaque équipe, en fonction de nos spécialités et de ce qu'on est habitué à faire, on va chacun avoir notre manière de voir notre métier et du coup on va avoir des facilités à interpréter certaines choses et des difficultés à en interpréter d'autres. Et pour le coup, nos équipes admin réseau, elles font rarement du code. Quand elles font du code, c'est rarement du C ou vraiment du bas niveau. Elles font un petit peu de Go pour faire du scripting, elles font du Python. Elles font après un petit peu de Terraform, OpenTofu pour aller faire de l'automatisation, un petit peu d'infrascode. Mais globalement, ça s'arrête là. Donc elles ont moins l'habitude de travailler sur des algorithmes ultra complexes avec des grosses sous-imbrications, des gros renvois de fonctions, etc. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Donc c'est pour ça on y est arrivé, parce que pour le coup c'était vraiment un bug typé logiciel plus qu'autre chose. Ouais. Ouais, alors du coup la question c'est, je vais la résumer, c'est est-ce que le code du kernel, en prenant en compte le fait que c'est contribué par des millions de personnes, est-ce qu'il est propre? Et si oui, comment est-ce qu'ils arrivent à garder quelque chose de propre? Alors, est-ce qu'il est propre? En vrai, oui. Il y a des endroits où ils ont fait beaucoup de refacto ces dernières années pour le nettoyer. Mais en vrai, oui, il y a une vraie tentative de garder le code propre, en dépit du fait qu'il y ait beaucoup de contributeurs et qu'ils ne se synchronisent pas forcément tous en même temps. En fait, les mainteneurs des sous-parties du kernel font un travail absolument incroyable là-dessus. C'est vraiment eux qui sont garants du fait que les propositions sont des propositions qui sont bénéfiques, donc elles n'apportent pas de bugs, de risques de sécurité ou autre, mais également que ça rentre dans les guidelines et dans ce qui est voulu par le kernel. Et vraiment, les mainteneurs des sous-parties du kernel font un travail qui est hallucinant, qui est vraiment incroyable, et qui force le respect vraiment. Et en fait, ces personnes-là, après, eux, ont des entre guillemets chefs de sous-parties de kernel et qui eux du coup discutent des guidelines principales. En fait vraiment c'est structuré quasiment comme une entreprise en fait, il y a vraiment des échelons au fur et à mesure et du coup c'est de cette manière là qu'on arrive à faire redescendre des informations et avoir des centaines de personnes qui arrivent malgré tout à travailler avec à peu près la même vision et les mêmes pratiques de fonctionner. Et en tout cas par contre, même s'il y a des choses qui peuvent être différentes, par exemple, tu prends un paquet réseau et tu prends un paquet, je ne sais pas du tout, qui va gérer, qui va gérer des appels CPU, voilà, donc des trucs complètement séparés, tu vas peut-être avoir des différences de fonctionnement entre ces deux parties-là du kernel. Par contre, la partie CPU, elle sera parfaitement cohérente avec elle-même, et la partie réseau, elle sera parfaitement cohérente avec elle-même. Et sur le reste, petit à petit, ils sont en train d'effacer les divergences et les différences de conception. Donc voilà, c'est un gros travail collaboratif avec du coup beaucoup de gens qui se réunissent et qui font redescendre les informations et beaucoup de gens qui s'assurent qu'au quotidien ces informations-là sont bien partagées et que les gens font attention à ça.
Voilà. Et je crois qu'il reste du temps pour une toute dernière si c'est une question courte, et sinon je vous libère. Non, c'est tout bon? Eh ben, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour encore toute la journée.